On parle tous de Moyen-Âge depuis tout à l'heure d'une façon ou d'une autre. On sait que beaucoup d'ouvrages de fantasy se réfèrent au Moyen-Âge d'une façon ou d'une autre, que ce soit par les chevaliers, que ce soit par les mercenaires ou autres. Comment expliquez-vous les uns et les autres cette appétence pour cette période-là bien particulière qui semble plus présente, en tout cas c'est l'impression que je peux avoir, par rapport aux autres? Lionel? Je pense que c'est dû très simplement à l'héritage du Seigneur des Anneaux, tout simplement, en fait. Le Seigneur des Anneaux a été un véritable cataclysme éditorial quand il a été publié. Des tas d'éditeurs ont été vraiment pris par surprise par le succès absolument phénoménal qu'a eu le Seigneur des Anneaux. On me dit souvent parfois que la fantasy démarre avec Tolkien, mais c'est pas vrai. Il y a eu des précurseurs, il y a eu d'autres, il y avait des camarades, notamment C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, et des précurseurs, Lord Dunsany, etc. Donc la fantasy naît, disons, tournant du 19e, début du 20e. Mais Tolkien est le vrai cristallisateur de toutes ces influences, et il a le succès qu'on connaît. Et en fait, des tas d'éditeurs sont pris par surprise et font « Ouh la vache, oh mon Dieu, ça marche vachement bien, il nous en faut d'autres ». Et donc, on voit arriver tout un tas d'imitateurs de Tolkien sur le marché pendant très longtemps, au moins 20 ans. Et en fait, l'archétype qu'on appelle maintenant le médiéval fantastique dans le cadre de la fantasy, c'est-à-dire un Moyen-Âge romancé avec potentiellement des elfes, des nains, etc. C'est le cadre aussi. Et a pris énormément d'ampleur et de poids dans le paysage éditorial. Vient derrière Gary Gygax et ses camarades qui créent Donjons et Dragons avec l'objectif caché, mais en fait de se retrouver la sensation du Seigneur des Anneaux en jeu de rôle. Évidemment, c'est pas la terre du milieu, mais l'affiliation est très claire. D&D a le succès qu'on connaît, etc. Donc en fait, l'archétype du médiéval fantastique, pour des raisons qui sont purement éditoriales et de marketing, a déséquilibré, au sens économique, le marché de la fantasy vers l'archétype du médiéval fantastique. Et ça fait Brandon Sanderson, il y a quelques années, donc l'auteur de Fils des Brumes, qui est un des auteurs majeurs de fantasy américaine, avait dit aux Utopiales, il y a quelques années, il y a eu cette phrase intéressante en disant que on commence, et la fantasy s'éloigne de plus en plus, que la fantasy c'est juste le merveilleux pris comme ressort empirique. C'est Terry Pratchett disait la science-fiction c'est de la fantasy avec des boulons. On commence à s'éloigner de ça et à découvrir que dans le merveilleux on peut aller décrire des tas d'univers différents qui ne sont pas forcément médiévaux fantastiques. Et donc Sanderson avait dit ce qui est intéressant avec ce qui se passe avec la fantasy en ce moment, alors en ce moment c'est depuis mettons une vingtaine d'années, c'est que les auteurs actuels se sont nourris des auteurs qui se sont nourris de Tolkien. Donc ça commence, voilà, évidemment, je parle en termes purement économiques, loin de moi l'idée de je rends à Tolkien ce qui appartient à Tolkien, bien sûr, il est en partie une des raisons, je pense, pour lesquelles on est aussi là. Mais voilà, donc il y a eu cet effet, je pense, de distorsion économique. Oui, je rejoins complètement Lionel à propos de l'importance de Tolkien. Je pense que ce qui a vraiment influencé la fantasy vers des sujets médiévaux, c'est le fait que Tolkien lui-même a été influencé par un grand artiste anglais de la fin du 19e siècle qui était William Morris, qui avait de multiples talents, mais qui était entre autres un médiéviste, qui avait publié en particulier des traductions en anglais, des Eddas, sagas, qui ont influencé le jeune Tolkien et qui l'ont amené lui-même à étudier les littératures de l'Europe du Nord. Alors l'œuvre de Maurice est très diverse, puisque c'est vraiment aussi un artiste graphiste, un décorateur, mais un écrivain. Il a écrit déjà des romans de fantasy médiévale. Tolkien, donc, par sa formation et sa carrière d'universitaire extrêmement pointue sur les littératures médiévales d'Europe du Nord, sans doute aussi en raison de l'influence de Maurice et d'autres auteurs de fantasy, inscrit aussi son œuvre dans un imaginaire médiéval. Bien que Tolkien dise qu'une partie des civilisations qu'il décrit ont d'autres sources que le Moyen-Âge. Et effectivement, ensuite, il y a un processus d'imitation qui s'opère. Je pense aussi qu'il peut y avoir une influence indirecte du romantisme quand même. Il y a eu un goût pour le roman historique au XIXe siècle, pour le drame historique au XIXe siècle. Et le romantisme du XIXe siècle, c'est une contre-culture, c'est une culture qui va contre le classicisme. Donc c'est une
culture qui va contre l'académisme, et quelque part, la fantaisie est aussi une contre-culture, hein. Elle a eu beaucoup de mal à se faire reconnaître, et donc comme le Moyen-Âge n'est pas classique, c'est aussi un terrain de jeu privilégié pour se démarquer de la littérature blanche. Ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles la fantaisie a longtemps été associée au Moyen-Âge. Ceci dit, n'oublions pas, comme tu le disais, il y a parmi les créateurs de la fantaisie, il y en a qui ont créé la fantaisie qui n'était pas médiévale, à commencer par Robert Howard. Les personnages qu'il crée, Conan, c'est quelqu'un qui est censé vivre dans l'Antiquité. Solomon Kane, c'est un puritain qui vit au XVIe siècle. Howard écrit quand même avant Tolkien, il écrit après Maurice, mais avant Tolkien. Et là, on a une fantaisie aux sources de la fantaisie actuelle qui n'est pas médiévale. Juste un mot rapide, je suis content que tu cites le romantisme parce qu'on a un peu tendance parfois à opposer, cloisonner science-fiction et fantasy, alors qu'elles ont pour beaucoup les mêmes sources. Le romantisme est une source majeure de Mary Shelley, de Frankenstein, du premier roman de SF de l'histoire, et le côté rêve sur la science est une attitude qui est résolument romantique. Si je peux ajouter un petit truc aux références qui ont été données, c'est que moi-même, mais je pense que je ne suis pas la seule, j'espère, c'est que j'écris surtout parce que j'ai lu des auteurs français. Et je veux dire, j'adore Tolkien, évidemment, comme je pense beaucoup de gens ici, mais les auteurs qui m'ont influencé, c'est la première génération d'auteurs français à être apparue comme une génération justement en fantasy. En gros, à la fin du XXe siècle, début du XXIe, donc je ne sais pas si tout le monde connaît un peu dans la salle, mais c'est les premiers romans de Mathieu Gaborit, de Fabrice Collin, de Calvot, de Kleutzer, et c'est pas des fantaisies médiévales. Donc Chronique des crépusculaires, il y a beaucoup de références à Richelieu par exemple, donc là les historiens me corrigeront sans doute, mais je pense qu'on est un peu loin du Moyen-Âge déjà. Donc les premiers romans de Kleutzer, La Voix du Cygne notamment, c'est clairement Renaissance, avec des références à Léonard de Vinci. Après, il s'éloigne même vers des choses qui sont presque 17e dans Petite Mort. Calvot, il parle de la Commune de Marseille. Donc Fabrice Collin, par exemple, dans Not to Be, a pas mal de références shakespeariennes. Et aussi, on s'éloigne du Moyen-Âge. Et voilà. Voilà, donc vraiment, quand il y a une première... Je ne dis pas que c'est les premiers auteurs de fantaisie française, parce qu'il y en a eu avant, mais c'était les premiers où il y avait un vrai fait de génération. Et ils proposent complètement autre chose. Et moi, c'est ça qui m'a plu, et c'est ça qui m'a accroché dans leur fantaisie. C'est que c'était quelque chose de différent. Et c'est vraiment dans cette fantaisie-là que je me sens de m'inscrire, en fait. Et c'est pour ça que mes romans ne sont pas du médiéval fantastique.